Elle a publié sur les théories contemporaines beaucoup de l'image et du visuel, notamment dans la pensée française en particulier, autour d'auteurs comme Derrida, Blanchot, Lévinas, Roland Barthes. Et beaucoup de ses travaux ont porté sur la notion de neutralité et de neutre, qui est une forme d'indétermination, et donc tout à fait dans le sujet de notre journée. Elle est l'auteur d'un grand nombre d'articles et a aussi dirigé avec sa collègue Anka Diaconou le collectif Usage de la figure, régime de la figuration, auquel plusieurs d'entre vous ont participé, publié aux éditions de l'Université de Bucarest en 2017, et un deuxième volume en anglais, Working Through Figure, Theory, Practice, Method, en 2018. Et elle nous parlera aujourd'hui de quoi le visuel est-il le nom chez Georges Didier Huberman. Laura, je vous cède la parole. Merci Jacob, merci Agnès aussi, merci même 2 fois pour l'invitation que tu m'as fait de participer à cette journée et pour ton mot d'ouverture de ce matin qui m'a beaucoup touchée. Et voilà, puisque je m'intéresse depuis quelques années à la manière dont la pensée et la sensibilité contemporaine se rapportent aux images, j'ai tenté de répondre au défi qu'Agnès nous a lancé à l'occasion de cette journée d'études en formulant quelques remarques sur la catégorie du visuel. J'emploie ce mot ici dans un sens spécifique, celui que Georges Didier Huberman, dont on connaît tous la contribution décisive et déterminante au développement d'une science interdisciplinaire de l'image, construit pour désigner une économie très particulière de l'image, apte à rendre à l'image sa nature problématique et au regard posé sur elle une efficacité critique extraordinaire et donc, à mes yeux, une vitalité impressionnante. L'idée était d'en finir avec une pensée qui s'apparente à l'idée que l'image est évidente, qu'elle est évidence, que tout en elle peut être déchiffré, identifié, expliqué, bref, déterminé sans reste. Faire l'histoire du paradigme visuel, note Didier Huberman dans Devant l'image, revient à faire l'histoire d'une phénoménologie des regards et des tacts, une phénoménologie toujours singulière, portée certes par une structure symbolique, mais toujours interrompant sa régularité ou la déplaçant. C'est une tâche difficile, dit-il, que de faire cette histoire, puisqu'elle exige de trouver l'articulation de 2 points de vue apparemment étrangers, le point de vue de la structure et le point de vue de l'événement, c'est-à-dire l'ouverture faite à la structure. Avec le visible, poursuit-il, nous sommes dans le règne de ceux qui se manifestent. Le visuel, quant à lui, désignerait plutôt ce filet irrégulier d'événements symptômes qui atteignent le visible, comme autant de traces ou d'éclats ou de marquages d'énonciation, comme autant d'indices. Indices de quoi, demande-t-il? De quelque chose, un travail, une mémoire en processus, qui nulle part n'a été tout à fait décrit, attesté ou couché en image. Cette citation suffirait à elle-même pour comprendre que le visuel n'est pas chez Didier Huberman une catégorie facile à déterminer et qu'elle ne vise en outre ni à déterminer l'image ni à la jeter dans l'indéterminé d'un chaos indistinct. Le visuel s'attache ici à bien autre chose, à un regard et une parole capables d'accueillir l'intrusion d'un invisible dans le visible, cette altération qui n'entre pas ou n'entre pas convenablement dans les formes constituées du savoir. Pardon, cette altération du visible qu'il appelle ici dans la citation filet irrégulier d'événements symptômes qui atteignent le visible et qui n'entre pas ou n'entre pas convenablement dans les formes constituées du savoir. Ma question était alors comment articuler la notion d'indéterminé telle qu'Agnès nous l'a proposée dans l'argument de cette journée et celle du visuel telle que Didier Huberman l'a formulée dès ses premiers travaux. Pouvaient-elles se rencontrer, ces 2 notions, et où était leur point de contact? Il m'a semblé qu'Agnès, partant des recherches développées au fil des années par les membres de GEMCA,
attacher la notion d'indéterminé à une pensée de l'ouverture. Cette pensée, on le sait, a sa tradition à elle dans l'histoire de la pensée. Elle n'est pas seulement une caractéristique du contemporain. Avec l'image ouverte, par exemple, un livre que Didier Huberman consacre au motif de l'incarnation dans les arts visuels, allant de tableaux antiques disparus mais affabulés par les poètes jusqu'à une terrible photographie prise en 1905 et intériorisée par Georges Bataille dans son écriture de l'expérience, on comprend très vite que cette pensée de l'ouvert traverse les temps et les savoirs et qu'elle le fait, dit Georges Didier Huberman, non pas à la manière d'une évolution continue, mais, je le cite, sur le mode de l'impensé, du symptôme, de la survivance. Fin de citation. Elle apparaît donc à un moment pour disparaître à un autre et ressurgir ensuite de manière inattendue dans des contextes parfois très différents, changeant de forme, de fonction, de signification. De cette pensée de l'indéterminé parce qu'elle est ouvert, je retiendrai ceci. Elle intervient à chaque fois comme pour nous montrer l'insuffisance des formes convenues, normées, instituées de nos savoirs, et nous forcer ainsi à explorer d'autres chemins de la connaissance, à inventer d'autres formes pour nos savoirs, donc risquer toujours une pensée, une parole, une écriture nouvelle. Je dirais même que toute pensée de l'ouverture répond à cette question que René Char formulait dans l'argument du poème pulvérisé. Comment vivre sans inconnu devant soi? Dans l'entretien infini, Maurice Blanchot reprend cette question de René Char et lui donne la forme d'un désir-exigence, vivre avec l'inconnu devant soi, tout en précisant que cela veut dire deux choses pour le moins. Vivre devant l'inconnu et vivre devant soi comme inconnu. On aura compris qu'il s'agit là d'un désir-exigence de se tenir à l'écart, d'en vouloir saisir l'inconnu, d'en vouloir le comprendre, l'identifier, le rendre connu, pour penser à un autre type de rapport qui se veut plutôt, je dirais, lieu d'accueil, geste d'hospitalité. Vivre avec l'inconnu devant soi, poursuit Blanchot, c'est, je cite, entrer dans cette responsabilité de la parole qui parle sans exercer aucune forme de pouvoir, même ce pouvoir qui s'accomplit lorsque nous regardons, puisque regardant, nous maintenons sous notre horizon et dans notre cercle de vue, dans la dimension du visible-invisible, cela est celui qui se tient devant nous. Fin de citation. Blanchot ira, on le sait, même plus loin. Il va donner un nom à cette parole marquée, il va s'en dire par l'indéterminé, et en fera une catégorie centrale de sa réflexion sur la littérature, le neutre. Je n'insisterai pas sur cette catégorie qui préoccupe par ailleurs non seulement Blanchot, mais tout un pan de la pensée française de la seconde moitié du XXe siècle, de Roland Barthes à Gilles Deleuze, Jacques Derrida ou Louis Marin, avec ce but précis de forcer la pensée à sortir des cadres constitués par les logiques binaires, oui, non, vrai, faux, sujet, objet, nature, culture, etc. J'insisterai en l'occurrence sur la phrase de Blanchot que je viens de citer, puisqu'elle me semble ouvrir une voie d'approche entre la notion d'indéterminé et celle de visuel. Blanchot donne ici à comprendre que regarder est un pouvoir, mais un mauvais pouvoir, pour ainsi dire, puisqu'il n'est pas capable de reconnaître, de préserver, de défendre, je cite, cela ou celui qui se tient devant nous. Regarder, dans le paradigme que Blanchot lui fixe dans cette phrase, la dimension visible-invisible, c'est réduire ce que l'on voit, cela ou celui qui se tient devant nous, à ce que l'on sait, notre horizon, notre cercle de vue. Or, devant ce que l'on voit, Georges Didier Huberman, très fin lecteur de Blanchot par ailleurs, nous apprend que le regard n'est jamais nu, conditionné par un savoir, déterminé par une culture, et qu'il peut changer selon la logique dont il se soutient.
Pour ceux qui en est de l'histoire des images, il distingue entre un regard panofskien, préoccupé à identifier et décrire sans reste le sens ultime des images pour accéder ensuite à leur vérité, et un regard freudien, préoccupé plutôt par ce qui apparaît dans l'image comme une accumulation, une intrication de sens multiples et contradictoires, quelque chose de plus difficilement dissible, incertain et instable, que Didier Huberman appelle, avec un mot qui lui vient toujours de Freud, la surdétermination des images. Et là, je salue ce que Pierre-Antoine Fabre vient de dire tout à l'heure. Qu'est-ce que regarder dans ce cas? Je pense que chaque livre de Didier Huberman vient formuler une réponse à cette question. Voici par exemple ce qu'on peut lire dans Essayez voir, un très bel essai et très bref, inclus dans la série Fables du temps. Je cite, « Regardez, c'est assumer l'expérience de ne rien garder de stable. » Je continue la citation. « Accepter devant l'image de perdre les repères de nos propres mots, accepter l'impouvoir, la désorientation, le non-savoir. Mais c'est là justement que réside une nouvelle chance pour la parole, pour l'écriture, pour la connaissance et la pensée elle-même. » Fin de citation. Regardez donc serait entrer dans la responsabilité de cette parole qui parle sans exercer aucune forme de pouvoir dont parlait Maurice Blanchot dans la phrase que j'ai citée plus haut. Mais j'aimerais vous donner aussi la suite de ce fragment d'Essayez voir, puisque Didier Huberman, il fait une référence précise à Blanchot, à un Blanchot qui sait pourtant que regarder peut être le contraire de ce qu'il affirme dans la phrase où il expose sa réflexion sur la question de René Char. Donc, je cite Didier Huberman, essayez voir. Regardez-nous des œuvres, comme l'a si bien raconté Maurice Blanchot à travers la figure d'Orphée. Mais regardez, par-delà le destin funeste du personnage mythique, remet en œuvre également ce qui pourra advenir du fond même du ressac où le langage se perd, comme une crête de vagues de les phrases pourraient jaillir, comme le tourbillon, le sprung, dans un nouveau phrasé de la pensée. Et c'est ainsi que l'expérience muette en vient à ouvrir la possibilité d'une expérimentation sur notre propre regard et notre propre capacité à en dire quelque chose. Fin de citation. Ce regard qui nous désœuvre, Didier Huberman le reconnaît partout chez Blanchot, dans ses récits comme dans ses essais critiques. C'est même une référence constante dans la construction de cette économie si particulière de l'image qu'il appelle le visuel. Il décèle dans les réflexions de Blanchot sur l'image une tentative de penser l'image au-delà de son organisation aspectuelle, comme apparition et comme présence, et surtout une dialectique inhérente et toujours ouverte de l'image, dont Blanchot offre une formulation complète déjà dans les deux versions de l'imaginaire, un essai qui prolonge dans l'espace littéraire, un autre intitulé La solitude essentielle, où Blanchot réfléchit sur l'acte d'écrire, mettant au cœur de son interrogation l'acte même d'image. De devant l'image, le livre qui a peut-être le plus marqué par ces questions et sa force théorique, la réflexion contemporaine sur les images, je retiendrai un fragment où on retrouve la même référence au regard des œuvrés de l'Orphée blanchotien. Je cite devant l'image. Notre hypothèse est au fond très banale et très simple. Dans un tableau de peinture figurative, ça représente et ça se voit. Mais quelque chose quand même s'y montre également, s'y regarde, nous y regarde. Tout le problème étant, bien sûr, de cerner l'économie de ce quand même et de penser le statut de ce quelque chose. Comment nommer cela? Comment l'aborder? Ce quelque chose, ce quand même, sont au lieu d'une ouverture et d'une scission. La vision s'y déchire entre voir et regarder. L'image s'y déchire entre représenter et se présenter. Dans cette déchirure donc,
travaille quelque chose que je ne puis saisir ou qui ne peut me saisir entièrement, durablement, et qui pourtant m'atteint dans la visibilité du tableau comme un événement de regard, éphémère et partiel. Autrement dit, l'événement visuel du tableau n'advient qu'à partir de ces déchirures qui séparent devant nous ce qui est représenté comme souvenu et tout ce qui se présente comme oubli. Les plus belles esthétiques, les plus désespérées aussi, puisqu'elles sont en général vouées à l'échec ou à la folie, seraient donc les esthétiques qui, pour s'ouvrir tout à fait à la dimension du visuel, voudraient que l'on ferme les yeux devant l'image afin de ne plus la voir, mais de la regarder seulement et de ne plus oublier ce que Blanchot nommait l'autre nuit, la nuit d'Orphée. Fin de citation. C'est dire là encore que regarder nous des œuvres et que l'image, dans son pouvoir d'apparaître et d'affecter les sens, le sens sensible comme le sens intelligible, demande une conversion du regard. C'est dire aussi que la logique binaire visible-invisible n'est pas capable de saisir cette économie si particulière de l'image que Didier Huberman appelle ici comme ailleurs le visuel, et que le visuel est justement une manière de l'ouvrir. Il et ça relève son dépassement. C'est dire enfin que le verbe ouvrir, avec son univers sémantique, ses gestes et ses connaissances épistémologiques, se trouve au cœur même de cette pensée du visuel. Je dois dire ici que j'ai remarqué partout dans les passages où Didier Huberman parle du visuel, de cette présence insistante du verbe ouvrir sur toutes ses formes. Donc, soit le verbe à l'infinitif ouvrir, soit sous la forme nominale ouverture, soit sous la forme adjectivale ouverte, ouvert. Donc voilà, je continue. Si regarder, alors, c'est ouvrir. Et si ouvrir est un travail qui à la fois déploie, Didier Huberman, une fécondité et impose un épuisement, un travail qui veut dire, je cite Didier Huberman, de l'image ouverte, un processus de transformation multiple où se transforme constamment le règle même de ces transformations. Donc, si regarder, c'est ouvrir, voici la question que je pose. Comment se tient celui qui fait l'expérience du visuel devant ce qui s'ouvre à lui dans l'exercice du regard? Donc, c'est plutôt une question de style, de manière qui m'a intéressée. Comment se tenir devant ce qui s'ouvre? Comment se tenir devant l'indéterminé? Dans l'immédiat, ce sujet, il est profondément blessé dans ses sens sensibles et intelligibles. C'est par exemple le cas de Bergotte, le personnage proustien évoqué par Didier Huberman dans Devant l'image. Devant la vue de Delphes de Vermeer, il lui arrive une chose étrange qui le conduit finalement à la mort. Malade, en pleine crise d'urémie, Bergotte se lève pourtant pour aller voir ce tableau exposé dans un musée parisien. Puisque c'est un tableau de référence pour lui, il pense devant ce tableau un moment de plus, voire un moment de trop. Un moment de plus, c'est le mot de Proust repris par Didier Huberman. Voire un moment de trop si l'on pense à l'effet de choc, de commotion, de trauma. Ces trois mots, ça vient de Didier Huberman, que l'image a sur lui. Bergotte comprend, devant le petit pan de mur jaune du tableau de Vermeer, qu'il avait manqué son œuvre d'écrivain. Il cherche aussitôt à la reconsidérer, mais il y a là une part d'irréparable qui le dépasse et qui finit par l'abattre. Proust raconte, et Didier Huberman a repris cette histoire, que l'abattement subi par Bergotte devant l'image est mortel. C'est encore le cas de certains personnages des récits de Blanchot auxquels Didier Huberman fait référence dans Phalène. Le narrateur du ressassement éternel, un récit écrit dans les années 30 par Blanchot, curieux de savoir ce que photographie en tant qu'apparition est capable de produire sur celui qui l'aperçoit, dit ceci.
Immédiatement, l'image éclata. Elle me brûla le regard, arrachant un pan de muraille. Je devine de pierre. J'étais le monument et le marteau qui le brise. Je m'écroulais au sol. Ces situations évoquant l'effet médusant des images, bien que fictives et comiques, car il est difficile d'imaginer qu'une image peut tuer pour de vrai son spectateur, pourraient cependant dire quelque chose du destin de celui qui se confronte à la visualité des images lorsqu'il se met à écrire son regard, un historien de l'art par exemple. Espèce de miracle négatif, le drame de Bergotte témoigne aux yeux de Didier Huberman de, je cite, l'existence d'un travail très réel de la peinture, un travail d'éblouissement à la fois évident, lumineux, perceptible et obscur, énigmatique, à la fois évident, lumineux, perceptible et obscur, énigmatique, difficile à analyser, notamment en termes sémantiques ou iconiques, car c'est un travail, un effet de peinture en tant que matière colorée, non en tant que signe descriptif. Fin de citation. La catégorie du visuel, créée par Didier Huberman pour accueillir tout ce qu'il y a de plus paradoxal et de plus difficile à maîtriser dans l'acte d'image, est en ce sens, je le cite à nouveau, un risque pour la pensée, le risque même que propose la peinture lorsqu'elle s'avance, lorsqu'elle fait front. Car lorsque s'avance la matière de la représentation, tout le représenté est un risque d'écroulement. Et Didier Huberman ajoute, et de ce risque, l'interprétation se doit pourtant de prendre acte, afin de s'y mesurer, afin d'indiquer l'intraitable que constitue son objet. S'il est vrai que le sujet interprétant cherche à construire son type idéal d'interprétation à partir d'un composé de rigueur méthodologique lié aux techniques et à leurs procédés vérifiables et de disponibilité réflexive liée de toute astreinte systématique et comme l'indique Jean Starobinski dans la relation critique, Didier Huberman semble avoir interrogé ce composé sur le mot du regard. L'expérience de Bergotte ou du narrateur de Blanchot devant les images est aussi, d'une certaine façon, son expérience à lui. Je pense en disant cela aux différents aveux qu'il fait à ce sujet devant l'image. Il forme ces aveux dans la dynamique de l'œuvre une sorte de constellation de marques et de positions subjectives qui nous permettent de l'observer se situer, se resituer, négocier en permanence la situation interprétative. Pour autant qu'une approche de l'image par les catégories de la mimésis classique soit impropre, que les modèles analytiques en usage se montrent inadéquats et insuffisants, les questions s'appellent les unes les autres pour dire l'impropre, l'inadéquat et l'insuffisant, mais aussi et surtout pour dire la possibilité d'un accueil autre et sans condition de l'événement visuel de l'image. Dans le premier chapitre de Devant l'image, après avoir formulé en introduction l'urgence et la nécessité d'introduire une nouvelle catégorie dans l'analyse des images, le visuel, Georges de Huberman raconte sa propre expérience de regard devant l'Annonciation de Fra Angelico, à Florence, dans la petite cellule du couvent de San Marco qui abrite la fresque. Ici aussi, comme dans le cas du personnage de Proust, on a affaire à une image célèbre. Ici aussi, le coup est produit par un pan de mur qui n'est ni petit ni jaune, mais très concret. Je cite très concret. Et blanc, d'un blanc intensifié par le peintre, je cite, hors de ses limites. Et qui s'ouvre au regard, je cite à nouveau, comme la quasi-tangibilité d'un choc, du choc unique qu'a la toute simple matière crayeuse de Fra Angelico. Ici aussi, la matière de peinture dispose d'une, je cite, force d'ébranlement,
agit comme un, je cite à nouveau, opérateur de catastrophe et se montre capable, je cite, de détonation. Sauf qu'ici, ce n'est pas une question de mort qui se décide, comme dans le cas de Bergotte, mais d'efficacité de l'image. Ce trait concret peint de blanc ne donne pas de choc mortel. Personne ne meurt ici. Il, je cite, donne le choc d'une extraordinaire capacité à figurer. Fin de citation. Et même s'il fait le sujet qui regarde l'image éprouver, je cite, un certain malaise, et, je cite à nouveau, tend à le dessaisir des conditions normales de la connaissance visible, fin de citation, il ne provoque pas sa mort réelle, comme dans la fiction de Proust, mais la mort d'une certaine façon de regarder et comprendre les images, jugées impropres, inadéquates et insuffisantes pour rendre compte de la surdétermination de l'image. Le regard devient ainsi plus sensible et plus critique que jamais, car au lieu de se saisir de l'image, il doit, je cite, se laisser plutôt saisir par elle, donc se laisser dessaisir de son savoir sur elle. Fin de citation. L'acceptera-t-il? Saura-t-il répondre à une telle exigence? Tout se passe ici comme si le regard testait sa plasticité créatrice. Créatrice au sens où sa force ne s'épuiserait pas à vouloir apporter une réponse à l'image. Et ici, celle de Frangelico, là, celle de Vermeer, mais on connaît tous le nombre d'œuvres et d'images que mobilise Didier Bergman dans ses travaux. Mais s'investirait toutes à revitaliser et à maintenir telle qu'elle la complexité d'approche que cette image réclame. Tout est désir de jeu dialectique ici, car ce regard ne cesse de se déplacer entre la question d'une figurabilité de l'œuvre, ce qui nous permet de comprendre comment passent les images, et celle d'une figurabilité à l'œuvre, ce qui nous permettrait de comprendre comment penser avec les images. Vous voyez dès lors à une interminable oscillation, son regard me semble avouer ici non seulement son efficacité critique, mais aussi nos ruses, pour ainsi dire, constitutives. Une manière de s'approcher de l'image, incitation, sollicitation, tout en laissant l'image s'inscrire comme argument, démonstration dans le travail interprétatif. On parlerait alors d'un seul et même mouvement, disant à la fois la visualité de l'image et l'inventivité du regard qui lui donne sens. J'ai fini. Alors, merci beaucoup, Laura, pour votre contribution. Et je donne tout de suite la parole à l'audience. Oui, Maud et Ralph. Ah oui, pardon. Mais, je ne sais pas si j'ai pas vraiment de questions en fait, mais j'avais quand même envie de réagir, puis de remercier Laura. C'était hyper gai en fait de réentendre parler de ces choses qui me semblaient familières, mais finalement, tu as apporté beaucoup dans cette reconstruction. Et je me disais, en première lecture, j'ai toujours considéré que le visuel, en fait, c'était un outil, et peut-être l'outil principal dont se sert Didier Huberman pour défaire l'iconologie. C'est-à-dire, c'est un outil de combat, en réalité, contre la tradition iconologique et contre son héritage aussi et sa formation à lui. Et c'est un outil qui émerge au moment où cet héritage et cette formation commencent à se fissurer, quoi, au moment où il commence à travailler sur le Frangelico. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ta manière de présenter les choses, c'est la question que tu poses, en fait, qui est une question hyper concrète, à savoir comment on se tient, mais j'avais envie d'entendre la question au sens de, enfin, quelle conduite, quel type de négociation avec l'image, quel type de choc, etc. Comment on se tient devant une image. Et cet aspect très concret, en fait, de la question, pragmatique, m'intéresse à la fois parce que ça fait signe vers un ethos particulier,
l'éthos de ceux qui regardent les images pour du vrai, c'est-à-dire qui prennent le risque de les regarder et sans doute de laisser un peu se défaire justement leur certitude, mais aussi parce que ça comblait une frustration que j'ai parfois quand je lis Maldinet, qui était sans doute le maître, enfin, ou qui a enseigné à Didier Huberman, mais qui parle tellement de l'ouvert en termes qui pour moi sont pas suffisamment palpables. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc j'adorais cette question, en fait, la manière dont tu as formulé la question, comment on se tient devant les images, presque au sens physique, presque au sens corporel, quoi. Comment est-ce qu'on accuse le coup, comment est-ce qu'on tient le choc, voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je me dis, au fond, pour faire lien avec cette question de critique de l'iconologie, ça pourrait être on pourrait se demander, tiens, mais au fond, quand on regarde une image, quand on est devant une image, tu as changé de place dans dans mon échiquier, pardon, quand on est devant une image, qu'est-ce qui cède de notre interprétationnité aiguë, quoi? Qu'est-ce qui cède de notre désir d'interpréter, quoi? Et voilà comment je me raconte pour moi-même ton exposé. C'était une manière trop bavarde de te remercier. Pardon. Merci, Maud. Oui, effectivement, c'est la question qui m'intéresse. Ouais, donc effectivement, c'est cette position critique qu'on commence à tenir devant les images. Et il m'a semblé, autant que j'avançais dans la lecture des livres de Didier Huberman, qu'effectivement, même là, dans cette notion, il y a une transformation. Donc, ça part, comme tu disais, dans le désir de créer un outil. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans la lecture, je voyais de plus en plus se formuler une position sous le nom de visuel. Donc, le mot peut-être reste le même, mais son sens se transforme. Donc, ça peut être tout ça à la fois. Ce qui fait que, du coup, dans cette économie du visuel, ou bien cette économie du visuel, chez lui, il me semble que ça intègre beaucoup plus de choses. Donc, ça intègre une technique analytique, effectivement. Ça intègre un outil théorique, un concept. Mais ça intègre aussi une éthique de l'interprétation, une position qu'il cherche à élaborer devant les images. Et une position qui est toujours mouvante. Donc, c'est une position qui peut-être aimerait être stable, mais elle sait réserver une part à l'indéterminé, à l'ouvrir. Donc, c'est pour ça qu'il m'a semblé que ce mot ouvrir, ouvert, garder ouvert, se garder dans l'ouverture, ça correspondait bien à ce que Agnès nous a avancé dans cette réflexion sur l'indéterminé. Oui, il y avait une question, je crois, de Ralph aussi. Oui, merci Jacob. Merci Laura. Je suis comme Maud, là, j'ai beaucoup apprécié cette tentative là, de parcours dans l'œuvre de Didier Huberman sur cette question du visuel. Mais en fait, je voudrais un tout petit peu déplacer la question et sortir un peu du périmètre de son œuvre pour la mettre en dialogue avec une autre œuvre qui finalement n'apparaît que très rarement. Didier Huberman bénéficie quand même d'une visibilité énorme dans le domaine. Et il y a une autre figure, moi, que j'aurais bien aimé convoquer dans le cadre de cette réflexion, c'est celle de Marie-Josée Monzin. Voilà, qui est fort absente au fond de toutes ces discussions, alors que je pense qu'elle a quelque chose à dire sur la question, elle l'a dit en tout cas, et tu parlais d'économie du visuel, combien elle a pensé cette notion d'économie, et dans une perspective longue, transhistorique, philosophique. Donc je m'interroge un peu, on a vu quelques figures tutélaires, Blanchot, Marin peut-être plus discrètement, même s'il est quand même bien là, mais au moins du côté de notre contemporanéité, cette autre figure de Monzin, je ne sais pas où tu la situes, et je te cite simplement, parce qu'elle a travaillé sur ce qu'elle appelle la zone d'indétermination, et elle dit ceci qui est fabuleux, la zone d'indétermination, parlant d'image, hein, est la ceinture par quoi il faut entendre le lien ténu, la ligature inframince qui sépare et met en contact l'hétérogène sans porter atteinte à cette hétérogénéité elle-même. Je trouve que c'est une super
définition de l'indétermination. Donc voilà, finalement, il n'y a pas beaucoup de croisement entre ces deux penseurs français, Didier Huberman, Monzin, et d'ailleurs, je m'interroge toujours là-dessus. Donc, si tu as une réponse à donner à ça. Je connais très peu. Je connais très peu Marie Mondin. J'ai toujours voulu m'y mettre, mais je ne l'ai pas fait encore. Et voilà, je garde ce que tu dis comme piste de recherche. Est-ce que je peux donner la parole à Agnès, Ralph, pour des mots de clôture? Oui, je vais reprendre la parole rapidement, hein, rassurez-vous. Merci. Rien de prévu, j'ai rien écrit, mais juste pour voilà, faire un wrap-up, c'est un peu ça. Voilà, bon, merci Jacob d'avoir présidé donc toute l'après-midi. Moi, je voudrais donc en fait à ce stade, je n'ai rien de spécifique à dire sur ce que Laura a dit, si ce n'est que voilà, tu ajoutes, Laura, un élément supplémentaire et je voudrais vraiment vous remercier tous très, très vivement parce que toutes les communications aujourd'hui m'ont permis en tout cas je dirais, d'ajouter de nouvelles pierres, de nouvelles facettes à cet objet assez difficile à appréhender, qui est l'indéterminé. Et alors, je parle de facettes et ça me fait penser à une image qu'Ingrid avait employée une fois quand on discutait de cet indéterminé, qui disait oui, c'est comme une boule à facettes. Voilà, donc qui permet de projeter quelque chose dans tous les sens, hein, qui est clair et qui fascine hein, aussi. Mais ce qui est frappant, c'est qu'avec une boule à facettes, hein, bien que ça produise un éclairage, bien, on ne peut pas lire sous cette boule à facettes. Hein. Voilà, on peut danser, hein, tas de choses. En principe, on trouve ça dans des boîtes de nuit, mais on ne peut pas lire dessous ça, là, le scintillement qui est produit, la lumière qui est produite, pour fascinante qu'elle puisse être, et pour, on va dire, riche qu'elle puisse apparaître, eh bien, ne permet pas de lire le monde qu'elle éclaire. Et je trouve que cet indéterminé, finalement, ressemble bien à cette boule à facettes. Mais en revanche, ce que cette boule à facettes permet, ce que cette lumière provoque, c'est de montrer la réalité tout à fait différemment. Voilà, donc on voit les choses, les gens, tout l'univers qui l'entoure d'une manière vraiment unique. Donc, c'est je trouve une belle image pour clôturer un petit peu cette journée et dire que voilà, chacune de vos communications a ajouté une facette à cette boule. Et il m'a semblé aussi que tout ce qui avait été dit aujourd'hui était suffisamment riche pour qu'on continue à réfléchir quand même sur cette notion. Et peut-être qu'on pense là à une publication, peut-être pas telle qu'elle, voilà, mais qui pourra s'enrichir d'autres contributions, notamment, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu de choses sur l'histoire de l'art à proprement parler. Peut-être qu'il y aurait aussi des choses à creuser dans... Voilà, Laura, tu as abordé la question du visuel, mais je crois qu'il y aurait encore beaucoup de choses à explorer de ce côté. Donc voilà, vous aurez donc de mes nouvelles, je pense, dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Voilà, il est presque 5 heures, je pense qu'il est temps de s'arrêter. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir été si actif et si participatif, d'avoir joué le jeu aussi. Et donc, je vous souhaite une belle soirée et puis encore une bonne année, puisqu'on peut encore le souhaiter à ce moment-là, sous le signe de l'indétermination, puisque c'est le signe de l'ouverture, n'est-ce pas? Donc, c'est un bon signe finalement, et le signe de voir les choses autrement. Voilà, merci à tous et donc à très bientôt, j'espère, prochainement pour de nouvelles aventures.